Bonjour, on va voir dans cette séquence quelque chose de très important dans le domaine du calcul matriciel, c'est la formule générale de l'inversion matricielle. L'inversion matricielle, on l'a déjà rencontrée, on a déjà calculé l'inverse d'une matrice 2 fois 2, c'est la formule qui est ici. Ceci, c'est l'inverse de la petite matrice ABCD qu'on retrouve là. Mais cette inversion matricielle, tu dois bien comprendre qu'elle est tout à fait universelle. Quand on résout des problèmes scientifiques et techniques, on passe très souvent par un problème de calcul d'inverse d'une matrice. Ceci est illustré ici avec l'étude de la carlingue de cet avion. Cette carlingue va subir des forces quand l'avion va voler, et donc elle va se déformer. Et donc pour étudier ces déformations, avant de construire un avion, eh bien, on va modéliser l'avion sous forme de petits points. La carlingue va être représentée par des petits nœuds. On appelle ça une procédure de discrétisation, un petit peu comme si tu avais une poutre. Cette poutre, tu pourrais en représenter la déformation en la modélisant par un seul point, ici un seul nœud. Un nœud dont la position serait proportionnelle à la force qu'il subit. Voilà, donc ce serait une manière de faire pour modéliser une poutre comme celle-ci. Quand on appuie sur la poutre, elle se déforme. Et si elle ne se déforme pas trop, on peut estimer que la déformation est proportionnelle à la force. Et on a un coefficient A ici qui représente la déformabilité de la poutre. Alors si on connaît bien le matériau de la poutre, qu'on connaît bien la longueur, l'épaisseur de la poutre, eh bien ceci on peut le connaître, on peut retrouver ça dans des tables par exemple, c'est un coefficient qui est connu. Et donc, si on connaît ce coefficient et qu'on connaît la force, eh bien, on peut connaître la déformation en inversant cette relation. Je peux dire que x, elle vaut f divisé par a. Eh bien, voilà, ce qu'on fait avec des structures complexes comme ceci, c'est une espèce de généralisation de ce que je te propose ici. Pour être plus réaliste, la poutre ici, elle pourrait être représentée par 3 nœuds et non pas un seul. On aurait là un modèle qui serait plus précis. Quand on appuie ici sur le nœud central, on va avoir une déformation qui va se traduire par un déplacement des points adjacents ici au point qui subit la force. Et donc on a des déplacements ici qui sont représentés par le x ici, mais maintenant par un vecteur x. J'ai 3 déplacements qui sont liés entre eux par la structure même qu'on est en train d'étudier. Cette structure est caractérisée par l'équivalent du A ici, mais qui maintenant est matriciel. Et le fait que ce soit matriciel veut dire que ces points sont liés entre eux. On a une structure cohérente, avec une certaine rigidité matérielle, avec une certaine souplesse, et les liens qu'on a entre ces points sont représentés par cette matrice. Et c'est ce qui se passe avec cet avion. En fait, cet avion, c'est un ensemble de nœuds, comme les 3 nœuds qui sont ici, dont les déplacements vont permettre de mesurer, de calculer plutôt les déformations de l'avion qui subit des forces. Alors les forces ici, pour la structure, ce serait l'ensemble des forces. C'est un vecteur ici, force qu'on aurait sur la structure. Le x ici, ce serait les déformations qui en résultent. Et le A, c'est le modèle de l'objet qu'on est en train d'étudier. Alors les gens qui étudient comme ça la structure, une structure telle qu'un avion, eh bien ils ont un modèle de l'avion qui est contenu dans une espèce de grande matrice qu'ils connaissent grâce au fait qu'ils connaissent les matériaux qui sont utilisés pour fabriquer cet avion, exactement comme je te disais ici que si la poutre est connue, on peut connaître le petit a qui est là. Donc voilà, ils sont capables de construire la matrice du système, et ensuite ils sont capables de voir comment cette structure va résister aux forces que l'avion va subir ici. Le FI ici, ce sont toutes les composantes du vecteur grand F qui apparaît ici, exactement comme les 3 composantes de force qui apparaissent ici. Donc voilà, on a ici le vecteur force, la matrice qui représente le système, et le vecteur déformation. Et bien sûr, si on s'intéresse aux déformations, en fonction des forces qui sont connues, eh bien il faut inverser cette relation. D'un point de vue matriciel, ça se fait en multipliant à gauche par la matrice inverse. Cette égalité ici est multipliée par la gauche par la matrice inverse A-1, de manière à avoir la matrice identité, obtenir le x qui est ici. Et maintenant, le vecteur déplacement, c'est-à-dire tous les petits déplacements que je peux avoir en fonction du vecteur force que j'applique, eh bien, je pourrais les connaître comme étant
la matrice A-1 fois tous les vecteurs force que je mets ici, toutes les composantes de force qui travaillent sur la structure. Voilà, ceci est une parenthèse, elle est un petit peu longue, je le reconnais, mais c'est quand même important que tu saches à quoi tout ceci peut bien servir. C'est ultra important, il y a énormément de problèmes qui passent par cette petite problématique de l'inversion matricielle. Donc voilà, je vais obtenir la formule de l'inversion matricielle en partant d'une matrice 3 x 3. L'ordre 3, c'est pratique, comme je le disais auparavant. C'est un ordre qui est suffisamment complexe pour pouvoir généraliser les choses, et c'est bien sûr ce qu'on va faire ici. Cette matrice est écrite ici avec les doubles indices, l'indice de ligne, l'indice de colonne, ce sera le deuxième indice. Mais voilà, je vais étudier la formule d'inversion matricielle au travers de l'interprétation géométrique du déterminant, et donc je vais interpréter cette matrice ici au travers de ces vecteurs colonnes, et je vais tout de suite changer de notation avec les composantes du vecteur U, du vecteur V et du vecteur W. Et je vais tout de suite passer au déterminant dont on aura besoin, tu vas le voir. Le déterminant, c'est tout simplement obtenu par le produit mixte ici de ces trois vecteurs. Voilà les trois vecteurs en question. Le produit mixte va tout simplement me donner le volume du parallélépipède construit sur ces trois vecteurs. On a déjà vu ça en long et en large. Voilà, je vais ici donner le produit mixte de U en produit scalaire avec V croix W. Je fais V croix W, je vais obtenir un vecteur dont la longueur est la surface de la base ici, VW, la surface du parallélogramme construit sur VW, et le produit scalaire va me donner la projection ici, c'est-à-dire la hauteur, donc j'aurai bien base fois hauteur ici, ce sera bien le volume V que j'ai ici, c'est bien la signification du produit mixte, qui n'est rien d'autre que le déterminant de cette matrice. Mais bien sûr, ceci je peux le retrouver en faisant le produit mixte dans un autre ordre. Si par exemple, je prends le produit mixte de V, c'est-à-dire V en produit scalaire avec W croix U, je prends maintenant W croix U, comme tu vois ici avec mes doigts, je vois que mon pouce va dans ce sens-ci. Voilà, alors le W croix U va me donner la surface du parallélogramme construit sur U et W, et le produit scalaire ici me donne la hauteur, c'est donc bien surface de base fois la hauteur qui va me donner le volume du parallélogramme. Il est clair qu'il n'y a aucune raison de dire que ce n'est que ce produit mixte-là qui va me donner le volume du parallélogramme. Je l'aurai aussi forcément avec celui-ci. Et bien sûr, je peux encore en trouver un en faisant le produit vectoriel de W et de U. Non, pardon, c'est celui que je viens de faire ici. Le dernier, c'est le produit vectoriel de U avec V. Voilà, c'est le plus évident, c'est la face qui nous fait face ici. U avec W, ça me donne le vecteur qui plonge ici, qui est perpendiculaire à U et à V. Et la projection que j'obtiens avec ce produit scalaire ici me donne de nouveau la surface de base fois la hauteur. Ici, c'est plutôt la profondeur, mais ça revient au même, ça nous donnera bien le volume qui est là. Voilà, c'est important de savoir que ces trois produits mixtes donnent exactement le même résultat, qui n'est rien d'autre que le déterminant de la matrice. Voilà, alors, mon propos ici n'est pas le déterminant, on l'a déjà vu en long et en large. Mon propos ici, c'est de calculer la matrice inverse de A, c'est-à-dire A-1. C'est-à-dire qu'il me faut trouver la matrice qui, telle que multipliée par A, me donne la matrice identité. Alors, voilà, c'est peut-être pas évident, effectivement, il me faut trouver une matrice ici de 9 éléments, voilà les 9 éléments inconnus, qui, multipliés par la matrice A, me donnent la matrice identité. Alors voilà, je ne sais pas si tu as une idée, toi, de ce que tu vas mettre ici comme valeur d'éléments. Il faut reconnaître, comme ça, a priori, le problème n'est pas si simple. Mais voilà, on va se débrouiller pour trouver ces éléments. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut que ces éléments obéissent ici à cette égalité, c'est-à-dire que le produit de la ligne par la colonne ici me donne 1. Que le produit de la ligne ici avec la colonne centrale des V ici me donne 0. Et que le produit de la ligne ici avec la dernière colonne me donne 0. Alors quand je parle de produit, bien sûr, tu te rappelles, c'est le produit scalaire d'une ligne par une colonne de la deuxième matrice qui va me donner les éléments de la matrice résultat. Donc quand je te parle de produit ici, il faut voir ça comme étant le produit scalaire de cette ligne avec cette colonne qui doit me donner 0.
Et on peut continuer comme ça, hein, avec la deuxième ligne, par exemple. Cette deuxième ligne, avec cette colonne-là, ben, me donnera l'élément ici, hein, qui sera 0. Donc voilà, on va formuler ça. On va trouver ces éléments, mais en attendant je vais leur donner un nom, hein, parce que si je laisse des points d'interrogation comme ça, ben, ça ne va pas être très utile. Donc je vais donner un nom à tous ces éléments. Alors tu verras pourquoi, hein, je vais les appeler grand U, grand V avec les indices X, Y et Z. Alors je définis comme ceci un vecteur ligne cette fois-ci, que j'appelle grand U, vecteur ligne, grand V en vecteur ligne, grand W en vecteur ligne. Alors ceci me permet, hein, d'utiliser l'interprétation géométrique de l'algèbre ici. Je vais travailler carrément avec des vecteurs. Je peux dire que ceci c'est un vecteur ligne que j'appelle grand U, celui-ci c'est le vecteur grand V, et ça c'est le vecteur grand W. Et bien sûr ici je vais reprendre mes vecteurs colonnes, hein, ceux que j'avais là-haut, et comme ça je peux tout de suite dire que les éléments que j'ai ici sont le résultat de produits scalaires de vecteurs. Produit scalaire de grand U avec petit u doit me donner 1. C'est écrit ici, grand U avec petit u, en produit scalaire, ça me donne 1. C'est ce qu'il me faut. Si cette matrice-là est la matrice inverse, je n'ai pas le choix, je dois avoir ça. Et ensuite, je vois que le vecteur grand U avec le vecteur petit v et le vecteur W me donne 0. Voilà, le produit scalaire vaut bien 0. Le produit scalaire vaut bien 0. Et je peux continuer comme ceci, hein. Je vois que cet élément-ci qu'on obtient sur la deuxième ligne, il concerne donc le vecteur V, en produit scalaire avec le vecteur U, puisque c'est la première colonne également. Donc je vois que c'est bien V scalaire U qui doit me donner 0. Et puis je vois que V scalaire petit v ici, ça me donne bien 1. Voilà, je peux continuer comme ça jusqu'au dernier élément, hein. La dernière ligne avec la dernière colonne me donnera grand W en produit scalaire avec petit w, et ça doit me donner 1. Et avec cette manière de formuler là, on peut, sans trop de difficulté, trouver le vecteur grand U qui convient. Ce vecteur grand U, tu vois qu'il doit être perpendiculaire à la fois à V et W. Est-ce que tu n'aurais pas une idée par hasard de comment trouver ce vecteur grand U? Un vecteur grand U qui est perpendiculaire déjà à deux vecteurs. Ça te rappelle peut-être quelque chose, hein? Si ça te rappelle quelque chose, c'est peut-être le produit vectoriel. Quand tu as le vecteur A en produit vectoriel avec le vecteur B, c'est-à-dire que tu as A croix B ici comme résultat, eh bien ce résultat est un troisième vecteur perpendiculaire aux deux autres. C'est-à-dire que si je le mets en produit scalaire par exemple avec le premier, eh bien j'aurai bien 0. Je pourrais le mettre en produit scalaire avec B, j'aurai aussi 0. Et c'est précisément ça qu'il me faut ici. Je veux un vecteur qui soit perpendiculaire à V et à W. Eh bien, ce que je vais faire pour grand U, c'est tout simplement prendre le produit vectoriel de petit v avec W. Comme ça, je suis sûr qu'il sera perpendiculaire à petit v et à petit w. Voilà, c'est donc ce que je vais faire. Je vais choisir pour le vecteur grand U, je vais choisir le vecteur v croix w, qui va me donner donc un vecteur qui pointe par là. On sait que la norme de ce vecteur, c'est la surface de ce parallélogramme. On commence à le savoir. Et on sait donc qu'il sera perpendiculaire à V et à W. C'est la définition du produit vectoriel qui me dit ça. Il n'y a aucune difficulté. J'ai déjà satisfait les deux zéros qui sont ici. On peut voir ce qui se passe avec le 1 qui est ici maintenant. Le 1, il devrait être donné pour bien faire par le produit scalaire de U avec petit u. Et si je fais ça, si je fais le produit scalaire de U avec petit u, je fais la projection ici. Et ça me donne de nouveau surface de base fois hauteur. Surface de base fois hauteur, c'est le volume de ce parallélépipède. C'est tout simplement le déterminant. Le U, il est là, en fait, c'est V croix W, c'est ce que j'ai fait comme choix. Et on voit bien que le produit scalaire de U avec grand U, c'est effectivement le déterminant. C'est le volume que j'ai ici. Voilà, j'ai donc ceci, et ça, c'est pas tout à fait ce que je voulais. J'aurais voulu un 1 ici, mais tu verras que ce n'est pas si grave. Tu verras qu'on va pouvoir s'en sortir, même si ceci ne vaut pas 1. Et pourquoi est-ce qu'on va s'en sortir? Eh bien, parce que ce sera la même chose pour le vecteur que je vais choisir ici. Je vais choisir pour le vecteur V, le vecteur ligne, le vecteur de la deuxième ligne ici, je vais choisir le vecteur W croix U. Pourquoi? Eh bien, parce que je veux qu'il soit perpendiculaire à W et à U, et ce sera forcément le cas. Pourquoi est-ce que je veux qu'il soit perpendiculaire à W et à U? Parce qu'il me faut un 0 là et un 0 là. Or, la deuxième ligne ici, elle est concernée par ce vecteur V.
Le premier 0, il va être obtenu par le vecteur v en produit scalaire avec u. Ce sera bien nul. V en produit scalaire avec u sera nul, puisque j'ai ici le produit vectoriel qui contient u. Et même chose ici, cet élément-ci qui doit être nul, il est dû au produit scalaire du vecteur v, grand V, avec le vecteur petit w. Et ça aussi, il sera nul, c'est certain. Donc je suis dans le bon, j'ai bien mes deux zéros ici. Mais voilà, qu'est-ce qu'il en sera du vecteur, de l'élément ici, qui est le produit scalaire de v, de grand V par petit v? Ben, on l'a ici, grand V par petit v en produit scalaire, c'est le déterminant de A, c'est exactement la même chose que là. Donc j'obtiendrai bien le déterminant de A ici aussi. Plutôt qu'un 1 ici, j'ai déterminant de A, ici aussi j'ai déterminant de A. Et tu as compris qu'il en sera de même pour le suivant. Voilà, je représente ici le vecteur V, bien sûr, qui est donné par le produit vectoriel de W par U. Et je vois bien que mon pouce va effectivement dans cette direction-là. Voilà, maintenant je vais choisir le vecteur grand W. Et pour ce vecteur grand W, de façon tout aussi judicieuse, je vais prendre le produit vectoriel de U par V. Pourquoi? Parce que je sais que c'est un vecteur qui sera perpendiculaire à U et à V. Et donc j'aurai bien les deux zéros qui sont ici. Vecteur W fois U me donnera 0, parce qu'ils sont perpendiculaires. Vecteur grand W fois V, ce sera 0, parce qu'ils seront perpendiculaires d'office. J'ai un produit vectoriel ici. Et le produit scalaire de grand W par petit w, eh bien ça me donne ce produit mixte qui me donne le déterminant de A toujours. Et donc voilà, ce choix particulier de vecteurs grand U, grand V, grand W me donne quasiment la matrice identité. Elle me donne la matrice identité au facteur déterminant de A près. Déterminant de A, déterminant de A, déterminant de A, mais je peux forcément le mettre en évidence ici, devant la matrice. Voilà. Alors, ceci veut dire que ce choix de matrice, ce n'est pas la matrice inverse, parce que la matrice inverse fois la matrice A, ça doit donner la matrice identité, mais je vois qu'elle est multipliée par déterminant de A. Ça veut dire que cette matrice, en fait, c'est la matrice inverse, certes, mais multipliée par le déterminant de A. De manière à ce que j'ai bien ici déterminant de A fois la matrice identité, qui me donne bien le déterminant de A fois la matrice identité. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà, mais il est clair qu'une fois que j'aurai vu ce que valent les UX, UY, UZ ici, j'aurai trouvé la matrice A-1, puisqu'il me suffira de diviser le résultat par déterminant de A. Et donc je peux continuer à l'aise. Je peux maintenant calculer ici les éléments de cette matrice. Et ça, tu es d'accord que ce n'est pas très compliqué. Les éléments de cette matrice, on va les avoir tout de suite en fonction des éléments de la matrice de départ. Pourquoi? Parce que grand U, c'est V croix W, voilà, je l'écris. Le vecteur grand V, c'est petit w en produit vectoriel avec petit u. Et le dernier, ce sera u par v, comme on l'a vu. Et ça, je peux facilement calculer. Par exemple, le vecteur grand U ici, je vais l'écrire tout de suite. Le vecteur grand U, c'est le produit de V, le produit vectoriel de V par W, voilà qui est écrit. Voilà ici le tableau mnémotechnique qui me permet de calculer ce produit vectoriel, ce tableau mnémotechnique qui va nous amener bien sûr à la notion de déterminant. Voilà. Donc, je vais calculer ici les composantes UX, UY et UZ. Alors la composante en X de ce produit vectoriel, je vais la voir en prenant ici un X et en isolant bien sûr, en neutralisant les éléments de même ligne, même colonne, c'est toujours la même chose. C'est la définition du produit vectoriel ici que je refais au travers de ce tableau mnémotechnique. J'ai donc bien un X fois VYWZ moins VZWY. Le petit déterminant d'ordre 2 ici n'est rien d'autre que la composante en X de ce produit vectoriel. Voilà, ça c'est pour la composante en X. Alors on va la retrouver ici dans la matrice, bien sûr, c'est ça qui m'intéresse. Je suis en train de calculer la matrice inverse de la matrice A. Il est clair que ça, je vais le retrouver dans la matrice A, c'est important. Il faut que j'ai quelque chose que je puisse calculer, qui est à ma disposition, effectivement, ici. Et je retrouve où, ici, ce petit déterminant? Je le retrouve ici, bien sûr. Je le retrouve comme étant le mineur de UX, ou même le cofacteur de UX. Et on verra qu'effectivement, c'est ça qu'on va obtenir. Les composantes du vecteur U, ici, ce sont les cofacteurs des éléments de la première ligne, ici, c'est-à-dire des composantes du vecteur U. Voilà, effectivement, c'est le cas ici. J'ai bien ici, pour grand UX, le cofacteur de petit UX.
je lis ici le cofacteur de UX. Voilà, je peux passer à la deuxième composante en Y maintenant. Je vois apparaître le déterminant qui est ici, que je dois prendre avec un signe moins. Rappelle-toi, hein, je fais moins VXWZ plus WXVZ. Et voilà, c'est bien ce moins qu'il me faut pour que ce soit correct. De nouveau, ça vient de la définition du produit vectoriel. On a vu ça dans la vidéo concernant le produit vectoriel. Voilà. Et ceci, bien sûr, c'est le cofacteur de l'élément UY. L'élément UY, ben voilà, me donne ici comme mineur VX, WZ moins VZ WX, mais on sait qu'il doit être interprété avec le signe moins. Il doit être considéré avec le signe moins. Le cofacteur contient donc ce signe moins. Ceci, c'est bien le cofacteur de UY. Voilà, je peux comme ça aller jusqu'au dernier élément. Je vois ici le petit déterminant 2 fois 2, que je vois tout de suite, voilà, que je reprends ici, et que je vois ici comme étant directement le cofacteur de l'élément UZ. Grand UZ, c'est le cofacteur de l'élément petit UZ de la matrice de départ. Voilà, et avec ça, ben, je vais construire ici ce qu'on appelle la matrice des cofacteurs de la matrice A. Alors la matrice des cofacteurs, c'est très simple. Elle prend la matrice de départ et elle remplace tous les éléments par leur cofacteur. Ici, je vais prendre le cofacteur de UX à la place de UX. Le cofacteur de UX qu'on voit ici. Hein, c'est ce déterminant-là. Ici, je vais mettre à la place de UY, je vais mettre ici le cofacteur de UY et puis le cofacteur de UZ. Hein, tu as compris. Donc voilà, c'est ce que je vais faire ici. Je suis en train de construire la matrice des cofacteurs de A. Et je vois que la première colonne de cette matrice de cofacteurs, eh bien, ce n'est rien d'autre que la première ligne de la matrice inverse multipliée par le déterminant de A. Voilà, je pense que tu as à peu près compris. Hein. Je peux maintenant continuer avec le vecteur V. Le vecteur V qui est donné par le produit vectoriel de W avec U. Produit vectoriel de W avec U, voilà la colonne W, voilà la colonne U, la colonne ici des vecteurs de base. Je suis bien ici en train de faire le produit vectoriel de W avec U dans le bon ordre. C'est important, hein, parce qu'on sait que si on commute ici, on a un changement de signe. Donc soyons bien prudents par rapport à ça. Voilà, je vais chercher la composante en X du vecteur V, c'est-à-dire l'élément Vx ici. Je vois apparaître ici le déterminant d'ordre 2 qui est ici, hein, qui sera donc bien le cofacteur de Vx qui est ici, hein, je le mets en évidence, voilà le cofacteur, UYWZ, UZWY. Voilà, c'est pas tout à fait ça que j'obtiens. On voit que les UY ici sont à gauche, ici il est à droite, hein, les U sont à gauche, ici ils sont à droite. Donc il faut faire attention aux signes. Ici, qu'est-ce que je vais avoir pour cet élément-là? Je vais avoir moins, puisque j'ai bien le signe moins ici, hein, le cofacteur doit être le mineur multiplié par moins 1, donc j'aurai bien moins UYWZ, et c'est bien ce que j'aurai bien plus ici, moins UYWZ, c'est bien correct. Je me retrouve bien avec ce Vx ici, je me retrouve bien avec le mineur de l'élément Vx ici de la matrice de départ. Et je le mets. Hein, je mets bien ici que ce que j'ai comme mineur, comme cofacteur pour Vx, le cofacteur de Vx, eh bien, c'est bien la composante en X du produit vectoriel de W par petit u, c'est-à-dire, hein, c'est bien la composante en X du vecteur V. Voilà, et je vais continuer comme ceci, et ça va continuer toujours dans le même sens, hein, tu vas voir. J'ai ici la composante en Y de V, qui va être donnée par le déterminant qui est ici associé au signe moins, je suis en 1y, c'est logique, et on voit que ceci, ben, ce n'est rien d'autre que le cofacteur de VY. J'ai effectivement ici UXWZ, qui doit être considéré comme positif, je n'ai pas de petit signe moins pour me rappeler que je dois appliquer un signe moins ici, au déterminant, au mineur que j'ai ici, donc j'ai bien UXWZ, et je vais bien retrouver ça, parce que ici j'ai moins UXWZ, mais j'ai un signe moins devant. C'est bien correct, c'est bien le mineur de VY que je retrouve ici. Et donc je peux l'indiquer, ce sera VY. Et même chose pour VZ, bien sûr, le dernier élément ici, WXUY moins WYUX, c'est bien entendu le mineur de VZ qui est ici. On va le voir,
le mineur, pardon, hein, je devrais être complet ici, c'est le cofacteur, c'est-à-dire le mineur muni de son signe qui est bien moins. J'ai bien UX, WY avec un signe moins, hein, puisque ceci pour le mineur c'est positif, mais j'ai un signe moins ici. Donc c'est moins UXWY que je devrais retrouver ici. Est-ce que c'est juste? Ben oui, j'ai bien plus quelque chose ici, moins UXWY, c'est bien correct. De nouveau ici, le cofacteur de cet élément VZ, c'est bien la composante en Z du vecteur V qui est donné par le produit vectoriel qu'on a là. Voilà, je l'indique. Et tu as compris que ce sera la même chose pour le vecteur grand W qui est le produit vectoriel de U par V. Hein, je ne vais pas repasser partout, tu peux me faire confiance, tu pourras vérifier ça en faisant une pause si tu veux. Hein, mais il est clair que les trois composantes de vecteurs qu'on obtient ici sont tout simplement les cofacteurs des éléments correspondants ici WX, WY, WZ. Voilà qui est fait. Et donc voilà, j'ai construit ici ce qu'on appelle la matrice des cofacteurs de la matrice A. Et cette matrice des cofacteurs de la matrice A, ben, on la voit ici sous une autre forme. On voit que la ligne des U dans cette matrice-ci se retrouve sous forme d'une colonne. La ligne des V, le vecteur ligne ici, se trouve en vecteur colonne. Et ici, la ligne des W se retrouve en vecteur colonne. Autrement dit, hein, c'est tout simple, cette matrice des cofacteurs transposée eh bien, serait égale à la matrice qui est ici. Et ça, ben, je peux l'écrire tout de suite. Si je transpose cette matrice, hein, si je fais une symétrie par rapport à la diagonale principale ici, ben, la première colonne va devenir la première ligne, hein, la deuxième colonne va devenir la deuxième ligne, et la troisième colonne va devenir la troisième ligne. Je vais obtenir la matrice qui est là. Et donc, je vais l'écrire. La matrice que j'ai ici, qui est déterminant de A fois A moins 1, n'est rien d'autre que la transposée de la matrice des cofacteurs de A. Voilà. Donc, je peux dire que la matrice inverse, ben, c'est tout simplement la matrice des cofacteurs transposée divisée par le déterminant. On peut le voir ici, hein, je vais diviser par déterminant ici aussi. Si je divise par le déterminant, ben, je vais le retrouver de l'autre côté, bien entendu. Voilà. J'ai maintenant la matrice identité réellement ici. Et je vois que cette matrice, divisée par le déterminant de A, ceci c'est la matrice transposée, la matrice des cofacteurs transposée, on la voit là, hein, c'est bien la matrice des cofacteurs transposée. Elle est divisée par le déterminant de A, et on voit que le produit de cette matrice avec la matrice A me donne bien la matrice identité. On a bien ici la formule qui me donne la matrice inverse. Voilà, c'est une formule qui très souvent est donnée sans aucune explication. Dans les bouquins d'algèbre linéaire, c'est peut-être le cas pour ton cours d'algèbre, on t'a peut-être dit que voilà, ça c'est l'expression de la matrice inverse de la matrice A. On ne donne pas d'explication alors que ce n'était pas si compliqué que ça. On a construit cette matrice, on obtient la matrice transposée de la matrice, on obtient la transposée de la matrice des cofacteurs. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a construit ces vecteurs, cette matrice, à partir du produit vectoriel. La première ligne ici, était le vecteur donné par V croix W. Deux manières, rappelle-toi de ça, essaie de reprendre le cheminement. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est de manière à ce que le produit scalaire de ceci avec le vecteur V et le vecteur W me donne bien les zéros qui sont là, parce qu'on sait que ce sera perpendiculaire. U en produit scalaire avec petit v, petit w, me donnera bien les deux zéros qui sont là. Par contre, quand je vais multiplier par u, donc voilà, c'est ce que j'écris ici, j'aurai bien 0 pour les deux éléments qui sont là, mais quand je vais multiplier par u maintenant, j'aurai forcément en produit scalaire, ici je vais retrouver le produit mixte qui me donnera le déterminant. Mais j'ai pris la précaution de tout diviser par le déterminant, de manière à ce que ceci devienne le 1 dont j'ai besoin ici. J'aurai bien un déterminant, mais comme j'ai divisé par le déterminant, eh bien je neutralise ceci, j'ai bien 1. Et ce sera la même chose pour V en produit scalaire avec les trois vecteurs colonnes de la matrice de départ. Et pour grand W, de même, je trouverai 0, 0, 1. Voilà, c'est pas si compliqué que ça, et on a bien ici une formule tout à fait universelle. J'ai fait le développement pour une matrice d'ordre 3, une matrice 3 x 3, mais il est clair que ça se généralise immédiatement. Je prends ici un déterminant 4 x 4, on sait que ce déterminant représente
l'hypervolume du parallélotope construit sur les 4 vecteurs qui sont là, le vecteur petit r, u, v et w. Voilà, alors je peux passer par le produit vectoriel exactement comme je l'ai ici. Je peux éliminer la colonne R ici, la remplacer par les vecteurs de base. Ceci, c'est le produit vectoriel généralisé à 4 dimensions des 3 vecteurs U, V et W. Ça me donne un vecteur grand R, c'est comparable au vecteur grand U ici. C'est un vecteur qui sera perpendiculaire à U, V et W. Voilà, et quand je vais multiplier ceci scalairement par petit r, le vecteur que j'avais au départ ici, r en scalaire avec grand R, toutes les composantes de R vont remplacer les 1 x, 1 y, 1 z. Je vais retrouver le déterminant, qui est le déterminant donc de la matrice de départ, forcément. Si je multiplie maintenant par un des vecteurs colonnes ici, je trouverai 0, exactement comme on l'avait ici. Je trouverai 0 pour tous les autres produits. Voilà le produit scalaire ici. Mais il me donnera 0 puisque ce vecteur R est perpendiculaire à U, à V, à W. C'est exactement la même chose. On peut généraliser tout ce que je t'ai raconté ici à n'importe quelle dimension. Voilà. Il me reste juste maintenant à te montrer un exemple. Il faut voir les choses d'un point de vue pratique. J'ai ici une matrice que je cherche à inverser. Comment inverser cette matrice? Eh bien en appliquant forcément la petite formule. A-1 vaut 1 sur le déterminant de A de la transposée de la matrice des cofacteurs de A. C'est un petit peu lourd tout ça, mais tu as vu que ce n'est pas si compliqué. On va commencer par calculer le déterminant de A, c'est le plus simple, voilà. Déterminant de A, qu'est-ce que ça vaut? Je vais développer le déterminant par rapport à sa ligne ici. J'aurai 1 fois moins 1 fois moins 2, ça me donne 2, moins 0. J'aurai bien ici 2. 1 fois 2 moins 0. C'est bien ce que j'ai ici pour l'élément 1. Ici, j'aurai 0. Il me reste donc juste à calculer l'élément 2. J'aurai bien 2 fois 3 moins 0. 2 fois 3, c'est 6. C'est le 2 fois 3 que j'ai ici. Et ça me donne donc 6 plus 2, ça me fait 8. C'est très facile. Le déterminant vaut 8. La matrice des cofacteurs maintenant. Matrice des cofacteurs, je prends le 1 ici, je regarde quel est son cofacteur, je vois que c'est moins 1 fois moins 2, ça me fait 2 tout simplement, parce que j'ai 0 ici. Alors ici je vais continuer avec le 3 ou le 0, je ne sais pas, on va le voir. Je continue avec le 3, voilà, le cofacteur de 3 ici. Tu as vu que j'ai mis le signe moins pour me rappeler qu'il faut que je lui applique le signe moins. Voilà, je suis bien effectivement sur la première ligne, deuxième colonne. 1 plus 2, ça fait 3. Moins 1 exposant 3, ça donne le moins 1 qui est là. Rappelle-toi des cofacteurs. Donc voilà, ici, qu'est-ce que j'ai? J'aurai 0, moins 2. Mais avec le signe moins, ça me donne bien plus 2, c'est bien correct. Le cofacteur de 0 ici, ça va donner quoi? Ça va me donner 0. Moins 2, avec un signe moins, ça va me donner de nouveau 2. Voilà, j'ai les 3 cofacteurs ici de ces 3 premiers termes. Ils sont tous identiques, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Le cofacteur du 0 qui est ici, c'est 6. Pourquoi? Parce que j'ai effectivement 3 fois moins 2, qui me fait moins 6. Moins 0, ça reste moins 6, mais avec le signe moins, ça me donne bien plus 6. Le moins 1 ici va me donner 1 fois moins 2, c'est-à-dire moins 2, moins 0. Il n'y a pas de signe à apporter, c'est bien moins 2 qu'on a tout seul. 1 fois moins 2, moins 2. Le cofacteur de celui-ci, c'est 1 fois 0, moins 2 fois 3. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6, mais il faut lui associer le signe moins, ça fait plus 6. Voilà, et je continue comme ça, il faut un petit peu de courage. Voilà, ici j'ai 3 fois 1, ça fait 3, moins 0, ça fait 3, tout simplement. Ici, pour le 0, attention, il faut lui appliquer un signe moins. J'aurai 1 fois 1, ça fait 1, moins 0, ça reste 1. 1, mais avec le signe moins, ça fait moins 1 pour ce cofacteur. Et puis ici, moins 2 pour cofacteur, moins 1. Moins 1 tout court, voilà, c'est moins 1 tout court. Voilà, ça c'est la matrice des cofacteurs. La matrice des cofacteurs transposée, je vais la transposer. La première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, la troisième ligne devient la troisième colonne. C'est très simple, la voilà. Et maintenant, je vais diviser cette matrice par le déterminant. J'ai donc bien 1/8 de cette matrice des cofacteurs transposés. Ceci, c'est la matrice inverse. Pour le vérifier, je vais multiplier ça par la matrice A. Voilà, je mets A et je mets la matrice A en question ici. Et si là, je n'ai pas la matrice identité, c'est que je me suis trompé. Alors, regardons ça. Je vais avoir quoi ici pour le premier élément? Le premier élément, ça va être 2 plus 0 plus 6. 2 plus 6, ça fait 8. Mais 8 est divisé par 8, et donc il devient 1. On continue. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai bien
6 moins 6, ça fait 0, plus 0, ça fait 0, ça marche. J'ai bien les deux premiers éléments de la matrice identité. Ouf, pour le moment, je ne me suis pas trompé. J'y vais ici, j'ai 0, plus 6, moins 6, ça me donne bien 0. Et je peux continuer comme ça avec la deuxième ligne maintenant. J'ai bien 2, plus 0, moins 2, ça me donne bien 0. Pour l'élément central, je dois trouver 1, attention, est-ce que ça va être le cas? J'ai bien 6, moins 2 fois moins 1, ça fait bien 2. 6 plus 2, ben ça fait 8. 8 plus 0, ça fait 8 qui, neutralisé par le 1 huitième ici, va bien me donner le 1 qu'il me faut, ça marche. Et puis voilà, je peux maintenant continuer. Deuxième ligne, dernière colonne ici, je vois que j'ai 0, moins 2, plus 2, ça fait bien 0, moins 2 plus 2, ça donne 0. Voilà, dernier, on y va vite, 2 fois 1 ici, 2, plus 0, moins 2, ça donne 0. Ici, 2 fois 3, 6, 6 moins 1, moins 6, 6 moins 6, ça me fait 0, puisque le dernier élément est 0, ça reste 0. Et puis le dernier maintenant, qui doit me donner 1, est-ce que ça va marcher ou pas? Dernière ligne, dernière colonne, 2 fois 0, 0, on a 6 fois 1, ça fait 6, moins 1 fois moins 2, ça fait 2, 6 plus 2, ça fait 8, 8 divisé par 8, ça me fait bien 1, ça marche, j'ai bien la matrice identité comme résultat, j'ai bien prouvé que le A-1 fourni par la formule universelle ici, multiplié par A, me donne la matrice identité. Heureusement, parce que ça représente pas mal de boulot, tu l'as remarqué. Voilà, ici je vais juste terminer en profitant ici de cette petite égalité pour la multiplier par la matrice A à gauche. Je multiplie à gauche ici par A, à gauche ici par A. Et je vois apparaître A fois A moins 1. Et voilà, ceci est important parce que je vois que A fois A moins 1 multiplié par A, ben ça me donne A fois I, c'est-à-dire A. D'accord? Et donc je constate ici que A fois A moins 1, mais ça me donne aussi la matrice identité. Sinon, j'aurai jamais A ici. Il faut que ceci soit égal à l'identité pour que multiplié par A, ça me donne A. Et donc je vois, avec ce simple petit développement, que A moins 1 fois A, ça donne la matrice identité, mais que l'inverse est aussi vrai, que A fois A moins 1, c'est aussi la matrice identité. Et ça, c'est pas nécessairement évident, puisqu'on sait que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc voilà, je fais ici d'une pierre deux coups, je te montre la formule de l'inversion matricielle et je te montre que l'inversion peut être écrite dans les deux sens, ça marche bien. Voilà, c'est ici que se termine ce petit exposé. Il était important, tu sais maintenant d'où vient la formule d'inversion matricielle. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt pour une nouvelle séquence d'algèbre linéaire. À bientôt.